Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue et bien sûr un séjour agréable au Maroc, votre deuxième pays. Je dirais que nos relations bilatérales entre le Maroc et le Mali aujourd'hui sont des relations bien sûr extraordinaires. Pourquoi? Parce que on note bien l'importance que Sa Majesté le roi, que Dieu le glorifie, le roi Mohamed VI, je dis l'importance qu'il donne à ce pays. Il y a aussi bien sûr la visite de Sa Majesté au Mali, et deux visites à la fois, et la visite de M. le Président de la République malienne au Maroc. Je dirais que nos relations sont des relations bien tissées. Dans ce contexte, tous les départements du gouvernement sont bien sûr invités à tisser des relations de partenariat et d'échange et de partage. Après la mission, bien sûr, après votre séjour et votre rencontre avec les responsables au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, bien sûr, le ministère nous a proposé de vous inviter afin de voir de près ce qu'on fait dans le domaine de l'alphabétisation, l'éducation et l'éducation non formelle. La région de la capitale, je dirais la région Rabat Salazar, est une région qui a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, soit dans le domaine de l'alphabétisation ou l'éducation non formelle, parce que l'indicateur d'alphabétisation aujourd'hui est un indicateur qui est acceptable. On a pu, bien sûr, gagner beaucoup de points. On est à peu près à 28% des analphabètes. C'est un score par rapport à d'autres régions. Et aussi dans le cadre de l'éducation non formelle, on a pu, bien sûr, je dirais, créer des liens et des partenariats avec pas mal d'associations qui nous ont aidés et qui nous ont soutenus afin de donner cette deuxième chance aux écoliers, aux élèves marocains qui ont quitté l'école pour des raisons ou d'autres. Alors, bien sûr, je ne manquerai pas d'insister sur le soutien du directeur de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation. Aujourd'hui, on parle d'une agence d'alphabétisation. On est pour vous de montrer un peu ce que nous avons vu au niveau de la direction de l'éducation non formelle, c'est comment on travaille, quels sont les programmes, quelles stratégies, comment on fonctionne au niveau de financement. Ici, on va vous montrer comment on travaille au niveau de la REP, c'est-à-dire le programme, comment il est supervisé par le centre régional de la REP. Et l'après-midi, donc on va voir au niveau de l'ADP, donc pour pouvoir après, c'est-à-dire démontrer, c'est-à-dire la vision stratégique au niveau du gouvernement local, au niveau des dossiers à l'éducation non formelle. Donc, je crois. Merci Silhiani. D'abord, commençons par un aperçu qui sera très succinct sur la monographie de la région et de l'académie. Je passe la parole à Si Hassan. Ouais, mais tant qu'il est possible de les insérer dans l'éducation formelle, et cette insertion se passe à plusieurs niveaux, soit donc, au niveau intermédiaire et au niveau certificatif. C'est-à-dire qu'on peut donc préparer pour passer un examen de 6e année primaire, pour aller ensuite au collège, et puis ou bien en 3e année secondaire pour intégrer le lycée dans le cursus formel, mais aussi à des niveaux intermédiaires, et ce sont les tests donc, des inspecteurs qui permettent donc de déceler à quel niveau ils seront insérés pour les niveaux intermédiaires. Nous avons deux moyens bien sûr d'assurer ces visites, soit ce sont des visites menées par les chefs de service, bien sûr, dans les délégations, par aussi les responsables au sein des ONG, et nous avons, bien sûr, un suivi et des visites par des bureaux d'études. Et ce n'est pas la REF ou bien les délégations qui ont ces bureaux d'études, c'est la direction de l'éducation non formelle ou bien de l'alphabétisation, et maintenant, bien sûr, c'est l'agence. Pour les paiements,
les paiements, bien sûr, ça dépend bien sûr des démarches qu'on entame avec les ONG. Après, bien sûr, la signature de la convention par monsieur le délégué, parce que les conventions ne sont pas signées ici au sein de la REF, mais signées dans les délégations provinciales. Et c'est monsieur le délégué qui signe ces conventions. Après la signature, l'ONG est demandée, bien sûr, à nous envoyer un rapport de démarrage. Ce rapport de démarrage est constitué des listes de bénéficiaires, les emplois du temps, les PV bien sûr de chaque intervenant, surtout les animateurs, éducateurs dans les classes de l'alphabétisation et dans les classes d'éducation non formelle. Et s'il y a un retard bien sûr de l'ONG, bien sûr il y a un retard aussi de l'administration. Donc, mais nous n'avons pas un seul programme, c'est-à-dire le programme des ONG. On travaille sur 4 programmes en ce qui concerne l'alphabétisation. Nous avons un programme général mené par les instituteurs au sein des écoles. Nous avons un programme, bien sûr, des acteurs publics, c'est-à-dire tous les ministères des départements, bien sûr, d'État, et les associations et les entreprises. Mais les entreprises, bien sûr, c'est notre maillon faible, parce que il y a bien sûr... il n'y a pas une forte adhésion des entreprises en ce qui concerne, bien sûr, l'alphabétisation. Mais par contre, le ministère, bien sûr, vient de signer une convention de partenariat avec le ministère d'Intérieur pour assurer l'alphabétisation, bien sûr, de tous les employés au sein de ce ministère. Donc, pour le paiement, je viens bien sûr de l'expliquer. Et comment on fait pendant les examens? Les examens, il y a les examens pour l'alphabétisation et les examens aussi pour les enfants de l'éducation non formelle. Les examens de l'éducation non formelle, ils sont menés par les inspecteurs qui font le suivi et l'évaluation des programmes. Parce que, comme vous le savez, il y a 3 séances de suivi. La première séance, c'est pendant le mois d'octobre-novembre, et c'est un rapport de diagnostic, au début, bien sûr, de chaque année scolaire. Il y a aussi les visites au milieu, bien sûr, de l'année scolaire, et c'est un rapport, bien sûr, d'évaluation et de suivi. Et en fin de la mission, c'est-à-dire vers le mois de juin, début juillet, il y a un rapport de synthèse. C'est le bilan. Le bilan. Et dans ce bilan, il y a bien sûr le pourcentage de réussite de ces enfants, et ce sont les inspecteurs qui posent les questions et qui donnent bien sûr les examens à ces enfants. Et il y a des examens qui ont passé bien sûr le niveau du 6e pour passer au collégial libre. Il y a aussi des enfants, des étudiants qui ont eu leur bac, et cette année, nous marquons bien sûr les trois étudiants qui ont eu leur bac, 2 étudiants à Salé, que vous allez visiter cet après-midi, et une fille à la délégation de Témara. Ils ont eu leur bac, et ils étaient des étudiants à l'éducation non formelle. Bien. Voilà. Juste pour l'information. Organisation des sessions de formation sur l'utilisation de ce système, saisie et exploitation des données statistiques, importation et exportation des données. On démarre bien sûr tout le temps au mois d'octobre pour la sensibilisation et l'achèvement au mois de juillet. Les observations, doter les partenaires de logiciels relatifs au système d'information, suivi de déroulement de l'opération, et il y a aussi la formation sur, bien sûr, ce logiciel. Action 7, planification et organisation des sessions de formation. Élaboration d'un plan de formation au niveau régional et au niveau des délégations. Préparation des modules de formation. Désignation des équipes de formation au niveau régional et au niveau des délégations. Organisation des sessions de formation et évaluation des sessions de formation. Et nous avons bien sûr au moins
3 formations au long de l'année scolaire. Donc, on débute en septembre. Parfois, il y a des formations de sensibilisation au préalable. Et on termine, bien sûr, au mois de juin. Les observations et actions d'accompagnement, collecte des besoins en formation ainsi que les thèmes à débattre. Renforcement des capacités d'intervention chez les partenaires. Action 8, paiement des vacations et subventions. Sous-action étape, répartition du budget alloué au programme, paiement des vacations, paiement des subventions au profit des associations. Il est réalisé suivant les modalités fixées et conformément à l'échéancier arrêté au niveau de chaque convention. Il se fait en 3 tranches. La première tranche, 50% après 2 mois de lancement du programme. Deuxième, bien sûr, tranche à la fin du premier semestre. Et la troisième tranche, 20% à la fin du programme. En début de janvier de l'année N pour le démarrage et l'achèvement fin d'octobre de l'année N+1. Les observations, actions d'accompagnement, visa du budget, établissement des états de paiement, rapport des chefs d'établissement, contrôle et suivi financier, PV d'expertise, évaluation de l'exécution du programme et conformité avec les clauses conventionnelles. L'action 9, il y a autre chose bien sûr. Les sous-actions, c'est les réunions de comités chargés de la lutte contre l'analphabétisme et l'éducation non formelle issues de conseils d'administration de l'académie pour présentation du bilan, présentation du plan d'action, établissement d'un rapport et des recommandations afin de les présenter au sein du conseil d'administration de l'académie. Démarrage octobre, achèvement le mois de juillet. Des observations, actions d'accompagnement, mobilisation et sensibilisation des membres du conseil d'administration de l'académie. Merci. L'Agence nationale d'alphabétisation et qui va organiser sa première assemblée générale sous la présidence de M. le chef du gouvernement le 5 novembre, Inch'Allah. Alors c'est un nouveau souffle, c'est un autre départ qui va permettre bien sûr de créer cette coordination étroite entre tous les départements, bien sûr, qui œuvrent dans le domaine de l'alphabétisation. Les départements qui sont nombreux, il y a le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, il y a le ministère des Affaires islamiques et des Habous, et il y a pas mal d'autres départements, je ne vais pas les citer tous, mais pas mal de départements qui œuvrent dans ce domaine. Et le ministère, et je dirais le gouvernement, via cette agence nationale, bien sûr, va arriver à coordonner tous les efforts et aller en avant dans le cadre de l'alphabétisation de nos citoyens marocains. C'est un honneur pour nous, parce que votre visite coïncide avec cet événement. Et bien sûr, je tiens ici, en votre présence, à remercier tout le staff de l'administration centrale et aussi. Beaucoup de difficultés par rapport au système d'information parce qu'on n'arrive pas à capitaliser toutes les interventions sur le territoire national. Parce que, tout simplement parce que certains intervenants ne sont pas informés de ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça nous pose des problèmes de capitalisation des intervenants s'ils évoluent sur les ressources propres. Bon, ça c'est un problème. Donc, je ne sais pas comment vous faites pour pouvoir, en tout cas, voilà, pour ne pas monopoliser la parole, je crois que je m'arrête là. Ok, on va écouter tout le monde et après on va essayer de partager les réponses. La parole est à vous, madame. Bien, merci beaucoup. En tout cas, moi, je commence d'abord par vous remercier tous pour l'accueil. Là, vraiment, c'est la première fois que je viens au Maroc. Et j'étais un peu inquiète en venant. Quand on ne connaît pas un environnement, on a toujours un peu peur à l'intérieur, même si on n'ose pas l'avouer. Mais sincèrement, je dois dire que je ne me sens pas du tout dépaysée. On a été vraiment très bien accueillis partout. C'est pas parce que vous êtes là, mais c'est sincèrement la vérité. Et là, je comprends bien parce que à un haut niveau, c'est vrai.
qu'il y a une collaboration entre nous et à un autre niveau aussi, je transmettrai ça vraiment parce que c'est la vérité. Merci beaucoup pour ça. Merci. Maintenant, pour ce qui concerne la présentation, merci beaucoup. Et c'est toujours depuis qu'on est arrivé, on apprend beaucoup. Et puis on les met en parallèle avec ce qu'on fait. Bien vrai qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. On essaie toujours de mettre en parallèle ce que vous faites avec ce que nous faisons. C'est pour ça que le côté veille éducative m'intéresse beaucoup. Je voudrais savoir à quel niveau c'est, quels sont les partenaires impliqués, quelle est la place de la communauté au niveau de ces systèmes de veille éducative. Parce que nous essayons au niveau de la coopération suisse avec nos différents programmes de mobiliser la communauté pour qu'elle puisse travailler avec les enfants, pour que les enfants restent à l'école. Donc ces côtés-là m'intéressent beaucoup. Ça c'est un premier point. Dans un second point, lorsque vous avez parlé du cinquième point, visite des terrains, contrôle, etc., vous avez parlé des directeurs d'école. Donc, quel lien? Je suppose que ce sont les directeurs d'école formels. Voilà. Donc, quel est le lien avec ces directeurs-là avec le système d'éducation non formelle et d'alphabétisation? Et quel travail ils font? Ensuite, le troisième élément, c'est concernant le huitième point qui est la vacation, le paiement des vacations et des subventions. J'ai vu que vous payez les ONG 2 mois après le démarrage des activités. C'est-à-dire que toutes ces ONG sont assez fortes sur le plan financier pour prendre en charge les salaires des animateurs ou des animateurs. Et comment ça se passe? Est-ce que tous peuvent ou bien il y a des difficultés? Parce que chez nous, si on veut faire ça, nous, quand on travaille avec les ONG, on paye à la signature de la convention du contrat. Avant le service fait. Vous payez avant le service fait. Et juste à la signature de la convention, parce que sinon ils ne vont pas pouvoir fonctionner pour la plupart. Et à la fin du mois, s'ils doivent payer les animateurs, ils n'auront pas assez d'argent pour pouvoir les payer. Donc, voilà. Le nom de la région. D'accord. D'accord. Alors Rabat, Salé, Zemour, Zaïr. On va écrire ça. SZZ. Rabat, Salé, Zemour. D'accord. Ok. Je vais voir après. Alors c'est une région, capitale, région capitale. C'est une région qui comporte 4 villes principales. 4 villes principales. Rabat, c'est la capitale. Oui. À côté, il y a Salé. Oui. De l'autre côté, il y a Témara Salat. Oui. Et dans le fond, il y a la ville d'Ormisset. Donc, l'agglomération Ormisset, en superficie, c'est la plus grande. C'est presque 85% du territoire de la région. Et là, nous avons donc l'aspect plutôt rural que urbain. Alors que Rabat, il est purement urbain. Salé, donc, il est urbain plus que rural. Et puis moitié-moitié, Témara, c'est moitié urbain, moitié. C'est à l'écran, c'est affiché à l'écran. D'accord, merci beaucoup. Vous voyez, donc, ah oui, ce qui est en jaune, c'est Khmissat, donc c'est plus grand. Salé, c'est en bleu. Rabat, c'est en rouge. Et Témara, c'est donc... Comment on fait les examens? Comment ça se passe? Merci beaucoup, Yann. L'observation c'est une douleur sur la main. Vous avez dit qu'on va avoir ces supports-là. Parce que je me dis que si j'ai ces papiers-là, je vais faire du bon travail au Mali. Parce que tel que c'est présenté, je me demande est-ce qu'on peut l'appliquer sur le terrain, est-ce qu'on peut l'appliquer. Donc la question que je pose, quelle est la participation de la direction de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une synergie d'action entre vous? Et dire qu'effectivement, celui qui vient au Maroc a toujours envie de revenir. Je suis à ma première fois. On pourrait paraphraser les musiciens français, les chanteurs en disant que voir Maroc, Rabat et mourir. Vraiment, c'est un beau pays. C'est une belle ville. Alors, la question, quand on parle de base des données, c'est un outil fondamental pour assurer le pilotage, la planification et le pilotage des programmes. N'importe quel programme. Et nous avons effectivement des défis dans ce sens, le directeur l'a dit. Les autres sont conscients.
je voudrais comprendre comment vous êtes arrivé à ce niveau pour pouvoir disposer des données fiables qui sont aujourd'hui, enfin, qui font votre fierté et qui vous permettent aussi de faire un bon pilotage de votre système éducatif. Et quels sont les logiciels que vous utilisez? Je connais l'ACCESS, mais il peut y avoir d'autres logiciels. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est par rapport à l'approche communautaire. Puisque moi, je suis un opérateur qui travaille sur le terrain, directement avec les acteurs. Un de mes défis, c'est comment assurer la participation de la communauté et des collectivités à la prise en charge des programmes d'éducation formelle et non formelle. Elles sont pertinentes, les communautés sont conscientes. Évidemment, il y a des problèmes de pauvreté, des problèmes de survie quotidien qui font que souvent on n'a pas toute l'adhésion, ou si on a l'adhésion, la participation est faible. Quelle est la leçon que vous pouvez partager avec nous pour que je puisse repartir avec ça, pour essayer d'adapter avec le contexte climatique? Je vous remercie. Je suis vraiment ravi parce que vous avez posé pas mal de questions qui sont pertinentes. Je donne la parole à mes collaborateurs afin de répondre chacun dans le cadre de sa spécialité, de sa fonction. Mais ce que je dois dire, c'est que, vous savez, les relations qui lient nos deux pays, le Maroc et le Mali, sont des relations historiques, et culturelles et qui sont vraiment, je dirais, des relations qui sont bien tissées depuis des décennies, depuis des siècles. Alors, l'ouverture du gouvernement sur l'Afrique, les pays subsahariens surtout, nous a incité afin de chercher nous aussi comment on peut adhérer dans ce grand projet de partenariat Sud-Sud. Et vous savez, Sa Majesté donne l'exemple parce qu'il consacre tout son temps à ces relations Sud-Sud et surtout à l'Afrique. Alors, l'expérience malienne aussi est une expérience très très riche parce que d'ailleurs via les mass médias, via Internet, aujourd'hui on a vraiment une vision claire et on a cet aperçu qui est très riche sur tout ce que vous faites au Mali. Alors dans le cadre de ce dialogue qui est très riche, je dirais d'abord que tout ce qu'on fait au niveau, dans le cadre de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, se fait dans une étroite collaboration et un étroit partenariat avec les ONG. Le gouvernement marocain, bien sûr, aujourd'hui est convaincu à propos de ce sujet. Aujourd'hui, on ne peut pas œuvrer dans ce domaine sans la participation des ONG et la participation de ce qu'on appelle la société civile. Et dans le Maroc aujourd'hui, vous savez, on a un ministère chargé de la société civile. Cela veut dire que la société civile est un pivot aujourd'hui dans toute démarche de développement et toute action de développement. Autre chose, c'est que le choix des ONG se fait et des associations se fait dans un cadre très très démocratique parce qu'il y a toutes des commissions. D'ailleurs, Madame Guddari va éclaircir mieux que moi ce sujet. Dans chaque délégation, dans chaque département territorial, il y a des commissions qui sont bien sûr constituées sous la présidence des gouverneurs et des wali et qui est chargée de choisir les ONG qui œuvrent dans ce domaine et les associations. En ce qui concerne le système d'information, aujourd'hui, c'est un outil primordial. Avoir un système d'information bien confectionné, fiable, est une nécessité, parce qu'on doit bien sûr évaluer nos objectifs. On a des effectifs et on a des indicateurs, et comme ça, on doit avoir ce système d'information. Aujourd'hui, on est fiers de ce système d'information, bien sûr, qui est confectionné et qui est mis en place par la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle.
Et je dirais que la création de l'Agence nationale de l'alphabétisation va accélérer tout ce qu'on fait dans ce domaine et va permettre aussi de créer cette synergie et de créer ce cadre de convergence entre tous les départements. Parce qu'il y a beaucoup de départements qui œuvrent dans le domaine de l'alphabétisation. Et on ne doit pas oublier que c'était un chantier que les Marocains connaissent depuis des décennies. Parce que Feu Sa Majesté Mohamed V, lors d'indépendance, je dirais dans les premiers mois d'indépendance, il a lancé une grande campagne d'alphabétisation à travers le royaume. Et vous ne pouvez pas imaginer comment les Marocains, citoyens marocains, femmes et hommes, ont contribué à ce chantier marocain de grande envergure. Alors, c'est pas nouveau au Maroc, c'est quelque chose de nouveau. C'est une tradition, c'est une réponse directe et je dirais une réponse nationale à un appel des dirigeants et de l'État. Aujourd'hui, le gouvernement, lorsqu'il a choisi de créer cette agence, c'est dans le cadre comme j'ai dit, de harmoniser, de créer cette harmonie entre tous ces acteurs. Et bien sûr, on a tout un échéancier afin de combattre cette analphabétisation et afin de permettre aux Marocains d'être instruits et formés. Sa Majesté a parlé aussi, lors de son discours devant le Parlement, il a parlé d'un nouveau chantier dont on doit se pencher au Maroc, et qu'on vous connaissez bien. Je parle de tout ce qui est immatériel, si c'est le bon terme, bien sûr, l'alphabétisation rentre dans ce cadre et on est aujourd'hui dans d'un stade d'évaluer les politiques publiques dans ce domaine. Et vous savez aussi que l'alphabétisation des citoyens a une relation étroite avec tout ce qu'on fait dans notre projet de démocratie. Aujourd'hui, pour permettre aux Marocains de choisir leurs élus et leurs représentants au niveau local, régional, provincial et aussi national, normalement, on doit avoir un citoyen qui est formé, qui est instruit. Et aussi, avec ce challenge qu'on mène ensemble, au niveau de l'ouverture sur les autres civilisations et aussi tout cet effort que le gouvernement marocain, bien sûr, mis en place afin de tisser plus de relations avec le monde. Bien sûr, tout cela prévoit qu'on essaie d'accélérer le processus d'alphabétisation. C'est vrai que le chemin est encore trop long, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé l'agence, mais on espère bien que c'est une agence qui va pas durer, qui va arriver un jour à dire voilà, j'ai accompli ma mission. Bien sûr, Mme Guedali a parlé aussi de la formation après l'alphabétisation, parce qu'on ne parle pas de l'alphabétisation tout simplement, mais on parle aussi des efforts qu'on doit faire après l'alphabétisation, parce qu'on parle aujourd'hui de l'alphabétisation fonctionnelle, et on parle aussi de la formation du citoyen marocain après avoir, bien sûr, fait les cours d'alphabétisation. Je n'oublierai pas que cet effort national dans ce domaine a créé toute une dynamique dans la société. Aujourd'hui, la femme marocaine dans les régions enclavées, éloignées, est aujourd'hui au centre de développement. À cause de quoi? À cause de tout cet effort qui se fait dans le monde, dans le cadre de l'alphabétisation. Aujourd'hui, la femme marocaine est en train de faire sa nouvelle posture, parce que, croyez-moi que j'ai exercé dans des zones très lointaines, dans ce qu'on appelle Marib el-Amir, le Maroc, je dirais, qui était enclavé aujourd'hui grâce à aux politiques gouvernementales. Je dirais qu'il y a un grand taux de désenclavement des localités qui ont été oubliées dans le Haut Atlas et tout ça. Mais aujourd'hui,
les douars, dans toutes les localités, il y a cette dynamique, et il y a ce mouvement qui va, bien sûr, qui va nous permettre d'améliorer nos indicateurs. J'ai pris la parole, je crois, assez longtemps. Je passe d'abord la parole à Madame Gdey. Alors ils vont encadrer et Madame Gdey va s'occuper des questions techniques. Je vous pose une question concernant l'appui de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. C'est une question très pertinente parce que vous savez, bien sûr, même si l'académie est un établissement public, qui est un peu autonome, d'une autonomie financière surtout, mais bien sûr il y a des orientations, il y a le ministère de tutelle, il y a des orientations nationales, parce qu'il s'agit d'un système éducatif national. C'est pour ça que toute direction centrale, bien sûr, encadre et ils font le suivi de tout ce que se fait dans les académies. Et ils évaluent aussi ça parce que les directions centrales dépendent de M. le ministre, et M. le ministre est responsable dans un gouvernement, et le gouvernement est responsable devant la nation. C'est pour ça que l'appui de direction, toute direction est un appui qui est là, et surtout cette direction, parce que via les curricula, via les livres scolaires et des manuels scolaires qui sont édités, via l'encadrement aussi, via même la subvention, parce qu'on est subventionné par le ministère. Et on voit un exemple aujourd'hui, il nous permet l'échange, le partage, soit avec les pays qui ont fait beaucoup de progrès, dont on ne parle plus d'alphabétisation, des pays développés, soit avec des pays comme nous, soit avec des pays qui cherchent encore à élaborer des stratégies nationales dans ce domaine. Alors, la direction, c'est comme j'ai dit, c'est la tutelle, c'est l'encadrement, c'est les relations internationales, c'est les partenariats, et c'est aussi la direction qui cherche les bailleurs de fonds, c'est elle qui nous garantit le financement. C'est pour ça que son rôle est primordial. Et aussi, avec cette agence qui va remplacer la direction de l'alphabétisation, on aura bien sûr d'autres horizons, parce que l'agence, vu qu'elle est maintenant autonome, vu qu'elle dépend de monsieur le chef du gouvernement, vu que c'est lui qui préside généralement, habituellement, ces conseils d'administration, bien sûr, c'est un nouveau souffle, je dirais, ce sont de nouvelles perspectives et de nouveaux horizons. Vous avez parlé des examens. Bien sûr, pour nous, notre système d'information se développe petit à petit. Et ce système d'information dépend de ce que l'État fait dans d'autres départements. Si aujourd'hui, l'État a fait beaucoup de progrès pour généraliser la carte nationale d'identité, bien sûr, nous, on est les premiers gagnants parce que ça nous permet de compléter notre système d'information. Aujourd'hui, avec ce recensement de 2014 des habitants qui a connu le Maroc pendant le mois de septembre, va nous permettre de revoir des données démographiques, il va nous permettre la mise à jour des indicateurs, ce recensement qui se fait chaque 10 ans, qui va nous permettre de s'orienter vers des objectifs très, très, très précis. Autre chose, vous avez évoqué aussi tout ce qui est vacation et rémunération et indemnité, que nous, on travaille avec des associations. Vous connaissez certes la différence entre une association et une ONG. Et l'ONG, c'est un peu grand, je dirais, c'est un peu structuré. L'association, c'est local, c'est une association qui est locale parfois, qui n'a pas une grande dimension. Alors, là, les programmes d'alphabétisation du ministère a permis aussi de développer cette société civile. Parce que via les formations qui ont été organisées et via tout ce qu'on fait dans le domaine de l'amélioration des capacités de ces associations, parce que le côté gouvernance est là, on doit veiller à ce que ces fonds publics soient bien sûr utilisés pour aboutir à des objectifs bien précis et déterminés par l'État. C'est pour ça que
en parallèle avec tout ce qu'on fait dans le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, on a aussi cette expérience, cette valeur ajoutée et ce savoir-faire qui est bien sûr à la portée de ces associations. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on a un ministère chargé de la relation avec le Parlement et la société civile. Ce département ministériel, bien sûr, a fait beaucoup d'efforts. Il y avait ce débat national avec les ONG et qui a connu le Maroc, et c'est un débat très très riche. Il nous a permis d'identifier toutes les sociétés civiles, tous ces aspects. Il nous a permis aussi d'évaluer ses capacités de gestion. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a organisé pas mal de séminaires avec le soutien de la direction afin d'arriver, avec d'autres départements, afin d'arriver à améliorer les capacités de gestion de ces associations. Et ça, c'est primordial. On sent vraiment que notre pays est en voie de développement parce qu'il y a cette société civile qui est là maintenant et qui est avec nous et qui est vraiment un vrai partenaire de l'État dans ces programmes sociaux. Voilà. Pour répondre aux autres questions. Au niveau du pilotage, donc, de ce qui est donc, système d'information, il est vrai que nous aussi, donc, nous sommes encore au début, mais quand même, nous estimons que nous avons donc, avancé avec, il y a deux types de systèmes d'information qui sont utilisés. Nous avons donc le système d'information qui offre à tout le ministère, tout ce qui est gestion de scolarité, avec le système d'information Massa, qui prend en charge, donc il y a une circulaire l'année dernière de la direction qui incite à ce que ce système, donc en plus la prison qui gère la scolarité dans toutes ces dimensions, vie scolaire, ressources humaines et tout ce qui est donc rentrée scolaire, statistique et tout, il y a aussi donc l'éducation non formelle qui sera prise en compte. Donc, tout ce qui est évaluation aussi, les examens certificatifs. Il y a aussi notre application, elle est à base d'accès, comme Mme Boudari, je ne me trompe pas, qui recueille les informations qui concernent donc, les associations, les ONG, donc, qui travaillent donc, dans le secteur de l'éducation non formelle. Mais nous ambitionnons à ce que un seul système d'information qui est Massar, donc le système d'information du ministère, qui va gérer également donc, ces autres aspects. C'est en cours de développement. Donc, et pour arriver donc, à l'objectif qui a été donc, tracé par le ministère, dans le cadre de sa politique de gouvernance et de visibilité donc, dans le système, à tous les niveaux. Donc, tous les gens qui interviennent dans un établissement scolaire, que ce soit donc formel et informel, donc doit être géré par ce système d'information. Deuxième point, concernant les moyens de sensibilisation, je voudrais juste, donc nous utilisons tous les moyens, donc en plus des moyens qu'a cité Mme Boudari dans son exposé, je voudrais juste mettre l'accent sur les deux opérations essentielles, c'est l'opération Child to Child, donc enfant à enfant, ce sont des opérations, des campagnes de mobilisation, donc, dans lesquelles ce sont les enfants. Donc chaque année, on lance cette action donc, dans les communes, donc localement, ce sont des enfants scolarisés qui vont chercher les autres enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont en déperdition, c'est-à-dire pour les ramener à l'école. Et aussi, la caravane de mobilisation sociale, et à ce niveau, nous intervenons même donc, au fin fond des régions, dans les souks hebdomadaires, donc là où il y a donc, les populations, donc on y va un dimanche, et donc on mobilise toutes les ONG, et donc on organise des caravanes de mobilisation donc, pour donc, sensibiliser les gens à ce qu'ils reviennent pour inscrire leurs enfants ou dans les programmes d'éducation non formelle. Je sais, bien sûr, madame pourra compléter si j'ai oublié. Merci. Troisième point, pardon, concernant la veille éducative, c'est vrai que là, c'est notre challenge.
ainsi. Donc, il ne pourrait pas dire qu'on a atteint les objectifs parce qu'on a encore un pourcentage de déperdition. Et là, donc, nous y mettons donc, tous les efforts avec les directeurs des établissements scolaires, des associations. Mais il y a un autre aspect, c'est que nous avons recours aux partenariats internationaux. Donc, nous avons des partenaires français dans le cadre avec le GREF. Vous connaissez, donc qui travaillent avec nous donc, à ce niveau-là. Donc en plus, il y a donc, au niveau de la formation continue, il intervient au niveau de la formation continue des ONG intervenants, et donc par de la formation continue des animateurs, donc surtout tout ce qui concerne l'enseignement de la langue française pour les enfants. Et aussi, au niveau de la veille éducative, nous sommes en train de mettre en place notre groupement des retraités marocains. Ce sont des cadres du ministère, des inspecteurs, des enseignants qui sont en retraite, qui travaillent également avec nous à ce niveau-là de la veille éducative. Et donc, il y a plusieurs actions. Nous sommes dans un plan d'action sur lequel nous sommes en train de travailler afin donc d'améliorer donc nos performances à ce niveau-là. Mais tant qu'il est possible de les insérer dans l'éducation formelle, donc, et cette insertion se passe à plusieurs niveaux, soit donc, au niveau donc, intermédiaire et au niveau certificatif. C'est-à-dire qu'on peut donc préparer pour passer un examen de 6e année primaire pour aller ensuite au collège, et puis ou bien en 3e année secondaire pour intégrer le lycée dans le cursus formel, mais aussi à des niveaux intermédiaires, et ce sont les tests donc, des inspecteurs qui permettent donc de déceler à quel niveau ils seront insérés pour les niveaux intermédiaires. Bien sûr, ces difficultés, je peux bien sûr les cerner dans, bien sûr, on peut classer, il y a deux catégories bien sûr d'ONG. Il y a les ONG, les nouveaux ONG, et c'est avec ces ONG qu'on a des difficultés bien sûr pour le démarrage, pour la formation. Il faut qu'on les forme bien sûr sur les bases bien sûr des relations qui vont nous lier dans un partenariat, une convention de partenariat. Il y a aussi le système d'information. On a des difficultés aussi avec les ONG, parce qu'ils n'ont pas parfois, il y a des ONG surtout dans le monde rural, il y a pour qu'il intervienne ces ONG dans ces régions, donc il faut qu'ils fassent une formation sur ce système d'information. Et parfois, ils n'ont pas de PC, c'est-à-dire ils n'ont pas les moyens pour bien sûr nous assurer ce suivi et ce système d'information. Donc, ce qui ne nous permet pas d'avoir bien sûr des résultats qui sont à 100% bien sûr fiables. Parfois, on arrive à 80%, à 70%, donc on ne peut pas dire qu'on